Bonsoir Mounir Majoubi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous venez d'être nommé président de ce Conseil national du numérique. Alors vous avez, en quelques mots, je vous présente, vous avez 31 ans, encore quelques jours. Vous êtes ce qu'on appelle un geek, un passionné en tout cas des innovations numériques. Vous êtes aussi un jeune entrepreneur. Vous avez participé à la création ces dernières années de plusieurs entreprises dans le secteur numérique. Vous avez fait du droit, de l'économie, de la finance. Vous êtes multidiplômé. Vous avez notamment été, et vous êtes toujours directeur général adjoint d'une agence de marketing qui s'appelle BETC Digital. Vous êtes aussi un proche du président Hollande. Vous aviez entre autres participé à sa campagne web en 2012, pour la campagne de 2012, et aussi de Ségolène Royal, puisque vous avez participé à la campagne de Ségolène Royal en 2007. Alors première question très générale, à quoi sert ce Conseil national du numérique? Il faut le rappeler, qui a été créé en 2011 par Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Le Conseil, il existe pour une raison simple, c'est que le numérique, il est partout et que c'est nouveau et que c'est compliqué et que ça pose beaucoup de questions. Le numérique, il est dans notre vie quotidienne, le numérique, il est dans la vie économique et il est dans les décisions politiques qui sont faites au quotidien par le gouvernement et par le Parlement. Et en 2011, on s'est rendu compte qu'il pouvait être intéressant qu'il y ait un lieu où on réunit des experts qui, au quotidien et depuis longtemps, travaillent autour du numérique et qui seraient capables de donner un éclairage, une vision au gouvernement, au Parlement, puis plus généralement à la société. Donc on a un conseil de 30 personnes bénévoles, 30 experts, chercheurs, qui travaillent dans des grandes entreprises, qui sont des entrepreneurs dans des startups, qui sont des gens qui vivent le numérique et ont donc cette compétence de pouvoir donner un avis éclairant. Alors, on peut dire que le numérique, vous êtes tombé dedans tout petit. Je pense que c'est une passion que vous avez depuis l'adolescence. C'est la passion que j'ai depuis l'adolescence, la fin de l'enfance, et qui a structuré qui je suis. On peut dire que c'est le meilleur et la pire des choses, qu'aujourd'hui, le numérique envahit tout. Le numérique, c'est la vie, et c'est la vie en plus rapide, en plus vite et partout. Donc ça empire ce qui est grave, ce qui est dangereux, ce qui est sombre, et puis ça rend plus beau les belles initiatives, les beaux projets. Alors, Mounir Majoubi, la grande question du moment, c'est comment concilier développement du numérique et respect de la vie privée, notamment en France, dans le climat post-attentat, jusqu'où aller dans le renseignement, dans le contrôle des citoyens? Cette question, c'est la question la plus chaude du moment, et c'est aussi la plus fondamentale en termes de vie quotidienne et de liberté des individus. Nous, ce qu'on pense, c'est que la vie au quotidien, elle est faite de confiance. On a confiance avec les commerçants, on a confiance avec les gens avec qui on travaille, quand on signe un contrat, quand on utilise sa carte bleue, j'ai confiance au fait que le code va protéger la transaction que je vais faire. La confiance, la confiance, la confiance. Aujourd'hui, cette confiance, elle est basée sur le chiffrement et la protection chiffrée de mes données et des protocoles qui vont ensuite les transférer d'un endroit à un autre. Donc c'est la sécurité, en fait, des informations que vous confiez à Internet. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut protéger cette sécurité. Aujourd'hui, le grand débat, il est autour de doit-on alléger cette sécurité pour qu'elle soit plus facilement accessible, ces informations, en cas de crise, en cas d'enquête, par exemple. Nous, on pense que le renseignement, il est fondamental, il est très important. Donc, il faut que les services de renseignement, dans le cadre de procédures strictes et de procédures encadrées avec des autorités de contrôle existantes, puissent accéder aux informations. Je vous interromps, des autorités de contrôle administratives ou judiciaires? Nous, historiquement, on a rendu un avis l'année dernière. On est pour une plus grande participation du judiciaire. On croit très fort aux juges. La loi de renseignement de 2015 met en place un contrôle administratif avec une autorité indépendante où siègent des membres du Parlement. C'est suffisant comme contrôle? Je ne sais pas si c'est suffisant. En tout cas, avant la loi de 2015, il n'y avait pas. Aujourd'hui, on a un cadre, on a une institution de contrôle. Nous, la direction qu'on donne, le chemin qu'on montre, c'est de dire on ne peut pas empêcher le chiffrement, il faut que les Français se protègent, il faut que les entreprises se protègent, il faut que l'État se protège, il faut chiffrer ces données, il faut créer une culture du chiffrement des données, sinon on perd la confiance dans le numérique. On perd la confiance dans les transactions, on perd la confiance dans le vote, dans la démocratie, c'est très important. Vous avez prononcé le mot le plus important, c'est la confiance. Et c'est vrai que là, il y va de la confiance que les citoyens peuvent avoir dans l'État, au-delà même de la confiance qu'ils peuvent avoir dans Internet. C'est encore une étape, je dirais, supplémentaire. C'est la démocratie qui est en jeu. Alors, attention, parce que ça dépend de quel État on parle. Aujourd'hui, on parle de la France. Les Français, je pense, ne sont pas inquiets du risque qui pèse sur eux par l'État du fait d'un renseignement trop profond. Mais après, vous posez quand même une question qui est intéressante, et Amnesty en parle aussi très bien, c'est celle de l'écoute généralisée des personnes, qui est plus facile grâce au numérique que quand il fallait écouter plusieurs millions de lignes téléphoniques.
Ça, qu'est-ce qu'on fait Par pour exemple, ce sont l'empêcher ? les logiciels espions, les fameuses boîtes noires qui enregistrent toutes les connexions de nos ordinateurs. C'est quand même une emprise sur la vie privée des gens, ou à moins qu'on considère que la vie privée n'existe plus dans la société numérique. La boîte noire, c'est un concept un peu nouveau, un peu compliqué, un peu technique, qui serait une capacité dans un algorithme, dans une machine, à pouvoir écouter toutes les informations sans véritablement les regarder pour ne relever que les éléments anonymes de toutes ces transactions et pouvoir détecter des patterns, comme on dit en anglais, des comportements qui permettent de créer un soupçon et donc derrière de créer une enquête et de lancer une enquête. Et ça, c'est possible techniquement. Alors, il y a un débat aujourd'hui. Moi, je ne suis pas expert, et personne aujourd'hui n'est expert de ces moyens de renseignement. Et c'est pour ça que c'est un débat très compliqué, parce que c'est un débat qui porte sur des capacités qui sont classées secret défense, qui sont à des niveaux auxquels personne n'a accès aujourd'hui dans le débat public qui est porté. Mais quand on voit, par exemple, que nos données personnelles, par exemple notre nom, notre prénom, notre photo, éventuellement notre numéro de sécurité sociale, par exemple notre numéro de client aussi qu'on introduit pour se connecter à tel ou tel organisme, que tout ça, on ne sait pas très bien à qui appartiennent ces données. Il y a quand même, on pourrait dire pour le moins, une sorte de flou juridique. Il y a une insécurité juridique. Alors, là, c'est un deuxième niveau d'analyse sur les données personnelles. Ouais. On a parlé des données très privées et de l'interception de ces données très privées. Là, on parle de la gestion des données personnelles que j'ai accepté de mettre entre les mains d'un tiers. Voilà. Et souvent des tiers privés, des grosses entreprises américaines. Des grosses entreprises américaines dont je ne sais pas ce qu'elles vont forcément faire avec. Et là, il y a une décision de la CNIL. Il y a eu un avis de la DGCCRF qui a été fait à Facebook et c'est très intéressant. Là, c'est la Direction Générale de la répression des fraudes, de la consolidation de la répression des fraudes, qui, au niveau local, ont créé les directions de la protection des personnes. D'accord. Et donc, qu'est-ce que dit cet avis qui a été rendu contre Facebook ? C'est de dire, vous ne pouvez pas manipuler les données personnelles de vos clients ou, pire, des gens qui ne sont pas vos clients, sans les informer spécifiquement et sans leur donner le moyen à eux de décider des règles qui vous unissent à Facebook. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Facebook peut vous envoyer, sans vous écrire, sans vous prévenir, changer les conditions générales. Ouais. Vous dire que vos informations qui jusqu'où-ci étaient censées être privées et non utilisées, ils vont pouvoir changer les conditions générales et puis décider que vos informations pourraient être transmises à un tiers publicitaire. Et puis après, décider qu'elles pourront peut-être être utilisées pour créer un nouveau service. Ouais. Aujourd'hui, ce sera plus possible. Aujourd'hui, Facebook devra vous informer de ce qu'il fait de vos données, de où elles sont et de comment vous pouvez les traiter. Par exemple, ce qui s'est passé aux États-Unis, quand on a appris par le lanceur d'alerte Edward Snowden que la NSA américaine, qui est un des branches du renseignement américain, avait accès à toutes les données qui avaient été stockées par les géants, justement par ces géants privés du net comme Google, Apple ou Amazon, c'est quand même très très inquiétant. Est-ce que ça a changé radicalement dans la réalité ? Sur ce cas spécifique, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, cette histoire, elle illustre un concept qui est celui qui nous inquiète le plus aujourd'hui, c'est celui de la backdoor, la porte ouverte par derrière. C'est la capacité volontaire ou involontaire de ceux qui détiennent les informations de donner l'accès à une autorité, là, en l'occurrence des services de renseignement, ou peut-être à des personnes avec une vision ou une volonté beaucoup plus noire, beaucoup plus dangereuse. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. C'est que, dans ce qui est échangé, de ce qui est dit, cette backdoor était censée être utile aux services de renseignement, mais on a pu voir, ou des échanges ont pu dire, qu'elle a été utilisée par des hackers, qui eux étaient au service d'États qui n'avaient pas forcément une destinée très positive à l'utilisation de ces données. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas autoriser ces backdoors. Ouais. Parce que si on autorise ces backdoors, alors là, on casse intégralement la confiance qu'on a avec ces plateformes. Si on crée une backdoor pour un service qui est censé être officiel et avec qui on se dit que nos données seront quand même en sécurité, j'ai confiance dans les services de renseignement français. J'ai pas si peur que ça que les services de renseignement français accèdent à ces données. Mais si je crée une porte automatique d'accès aux services de renseignement, ça veut dire que j'ai créé une porte d'accès. Et cette porte d'accès, elle sera plus facilement ouvrable par quelqu'un d'autre ensuite. Alors, le numérique, c'est aussi sûrement une question d'éducation. Quel rôle pour l'école, par exemple, quand on apprend que l'éducation nationale en France signe un partenariat avec Microsoft, est-ce que ça vous inquiète ? Vous trouvez ça normal que l'éducation nationale, institution publique s'il en est, signe un accord de partenariat avec une boîte privée comme Microsoft ? Bon, dans l'absolu, ça ne me gêne pas que l'éducation nationale signe un accord avec une boîte privée, c'est ce qui se passe tous les jours en permanence. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sûr que dans l'éducation nationale, depuis le plus jeune âge et jusqu'en l'enseignement supérieur, on mette bien à disposition de nos enfants et de nos jeunes les meilleures innovations pédagogiques et les meilleures innovations méthodologiques et en termes de produits
pour une plus grande efficacité, pour un meilleur accès au savoir. La question qui est importante dans ce type de sujet, c'est où est l'innovation ? Aujourd'hui, nous, on a toujours promu l'open source. L'open source, c'est ces logiciels qui sont co-construits, co-créés avec un code ouvert. Mais parfois, les éditeurs privés, regardez les manuels scolaires sont bien des manuels édités par des éditeurs privés, sont parfois supérieurs aux offres open source. Donc nous, ce qui est toujours important pour nous dans ces grands appels d'offres publics, c'est qu'il y ait bien des appels d'offres qui permettent de mettre en compétition toutes les offres et qu'on trouve la meilleure, parce que l'urgence, c'est qu'il y ait plus de numérique à la primaire, au collège, au lycée et dans l'enseignement supérieur. Ce qui veut dire qu'il y aurait des systèmes d'exploitation qui ne soient pas Microsoft, par exemple, des systèmes d'exploitation, comment on les appelle, comme Linux, par exemple. Comme Linux. Voilà. Mais vous savez que c'est le cas dans de très nombreux établissements. Je pense même la moitié des établissements est équipée en logiciel open source. Alors, par exemple, notamment parce que c'est moins cher. Ouais. On sait que la France voudrait réfléchir à mettre en place un système d'exploitation, justement, ce qu'on appelle un OS souverain, c'est-à-dire un système d'exploitation souverain, c'est-à-dire un système d'exploitation français, avec un cryptage éventuellement français. Est-ce que ça vous semble réaliste ? Je ne sais pas si c'est réaliste, mais mon avis personnel, et le Conseil national du numérique l'a déjà exprimé, c'est que sur ce sujet-là, et heureusement il va y avoir une mission de préconfiguration et puis on va analyser la meilleure solution pour le faire, et le gouvernement l'a annoncé, c'est peut-être l'open source, encore une fois. L'open source, c'est un logiciel qui dit comment il est construit, qui dit ce qu'il fait des données et qui dit où est-ce qu'il les place. Je pense qu'une des solutions de cet OS souverain, ce serait qu'on ait plus de développeurs français qui participent au développement de ces logiciels open source. Comme ça, on en aurait une meilleure connaissance, on en aurait une meilleure maîtrise et on en aurait une meilleure utilité. Et puis, la réponse, elle est nécessairement au niveau communautaire et international. Si on a des logiciels ouverts, co-construits, alors on se sentira plus en sécurité. Merci Mounir Majoubi. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national du numérique. Merci pour ces précisions sur le monde du numérique. Et on n'a encore fait qu'effleurer la question dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce dossier numérique, d'ailleurs, je vous renvoie tous à notre site internet tv5monde.com avec un dossier plus complet.